OK, bon, eh bien, encore une fois, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci Stéphane. Euh, Merci Jean-Marie d'être là. Connaissant ton horaire présentement qui est assez chargé avec tes enregistrements pour l'émission, je pense que c'est fin du mois, euh, juste pour l'automne. Alors, écoute, c'est avec un immense plaisir que tu sois là avec nous. Donc, avant de débuter, pour faire la présentation un petit peu plus précise de Jean-Marie, même si tout le monde le connaît, juste vous dire un petit mot sur Costa Impact Animal. C'est quoi ça? Et on s'en va où avec Costa Impact Animal? Ben, c'est un projet de ma conjointe et moi. C'est Elena qui a eu la première idée de dire, bon, hey, on devrait faire quelque chose euh, avec Costa parce qu'on avait vécu deux expériences différentes, des expériences marquantes dans sa vie personnelle puis dans la mienne. Et suite au voyage à Saint-Jean-de-Compostelle, ben, j'étais revenu, puis on avait décidé d'adopter un chien. Et puis, alors, on a vu tous les bienfaits. Elena voyait tous les bienfaits que l'animal avait sur elle et sur les autres. Elle a dit, Normand, moi, je voudrais faire un projet, un leg à la société. Alors, on a décidé de faire ce projet comme une cause sociale, un leg à la société. C'est un mouvement, c'est une communauté qu'on veut aller chercher, qu'on veut développer ensemble. Et on pense que c'est la première plateforme qui va réunir non seulement l'aspect de les bienfaits de l'animal, mais aussi toute la dimension du mieux-être, la dimension de la croissance personnelle. Plusieurs personnes vont faire de la méditation, vont faire du yoga, vont faire différentes choses comme ça pour se connecter à soi-même. Mais nous, on pense qu'avec l'animal, c'est une façon tellement naturelle et c'est pour ça que notre plateforme va lier les deux, le développement personnel, le mieux-être, ainsi que avec l'animal de compagnie, comment de façon naturelle, il nous amène dans cette dimension-là de se reconnecter à soi-même. Donc, c'est un grand projet du cœur qu'on fait. Et cette plateforme, on veut créer la plus grande plateforme au Québec de gens amoureux, passionnés par les animaux, même les initiés, et même par la nature également. Euh, un des objectifs principaux, c'est qu'on veut élever la conscience. On veut apporter un meilleur équilibre dans la vie des gens. On veut conscientiser et apporter un éveil encore plus grand grâce à l'animal de compagnie. Et on a remarqué que pendant la période du confinement qu'on vient de vivre, on vient de remarquer comment c'est que les gens, moi j'ai tellement entendu de gens qui m'ont dit, mon Dieu, j'étais avec mon animal pendant le confinement, puis quel bonheur que j'ai eu. L'impact que ça a eu est tellement fort qu'on a vu beaucoup de gens dire, hey, moi aussi j'aimerais avoir un animal, je pense que je vais adopter un animal. Donc on voit toute la portée que, quand on parle de l'animal, que ça a dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va parler d'un langage du cœur. On va prendre cette période-là pour se déposer au niveau du cœur et reconnecter aussi dans sa vraie nature, dans notre vraie nature. Alors, sans plus tarder, on va parler de Jean-Marie un petit peu. Puis Jean-Marie, même si c'est une personnalité qui est bien connue au Québec, j'aimerais quand même faire une brève topo de ta carrière. Tu as été, Jean-Marie, auteur, tu as fait de la scène, tu as été producteur, tu as été cinéaste, tu as été concepteur, tu as fait des documentaires, tu as été musicien et tu sais qu'on est allé à la même école à Vincent d'Indy ensemble. Hein? On a fait une douzaine d'années ensemble au Conservatoire Vincent d'Indy. Pas en même temps, mais les deux. Et tu es un grand sportif aussi. Mais quand je regarde tout ça, je pense que ce qui démarque davantage toute ta carrière, ton vécu, ton expérience, c'est ce que tout le monde a vu au Québec par l'émission Face à la rue. Et on a vu toute ta dimension de cœur que tu as. Tu es bénévole à la Maison du Père, tu es bénévole à la Mission Bon Accueil, tu es en relation avec Mathieu Ricard, avec sa fondation. Tu as été récipiendaire aussi de la médaille du souverain des bénévoles en 2017. Donc, on est avec Jean-Marie aujourd'hui, on est avec l'homme de cœur. On est avec l'homme passionné par autrui, par les humains. Il est généreux par tout son temps, Jean-Marie. Et
je m'apercevais quand je regardais ça, je parle du legs qu'on a, ma conjointe et moi, mais Jean-Marie, je ne sais pas à quel point tu es conscient du legs que tu es en train de laisser à la communauté de par tout ton geste d'amour que tu fais avec les gens. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler, qu'on veut t'entendre sur cette expérience-là et cette transformation-là que tu as eue et le shift que tu as fait radical de la vie au niveau du milieu artistique pour passer à l'homme de cœur. Alors, ceci est, parfois, certaines personnes me demandent, oui, est-ce que Jean-Marie, c'est le fils de Jean Lapointe? Oui, effectivement, c'est le fils de Jean Lapointe. Donc, aujourd'hui, de la façon dont ça va se dérouler, on va discuter avec Jean-Marie jusqu'à 11h45. Par la suite, on va laisser une période de questions pour ceux qui auraient des questions à Jean-Marie. Et on va diviser l'entrevue en deux dimensions. Comme je le disais un petit peu tantôt, on va parler de la dimension de la croissance personnelle, du développement personnel, de cette conscience-là, de l'éveil que l'humain cherche à avoir aujourd'hui. Et on va parler par la suite comment l'impact de l'animal nous amène à cette connexion-là. Donc, Jean-Marie, pour débuter, j'aimerais débuter avec quelques questions pour toi. Comment tu as, premièrement, la grande question du jour actuellement, comment tu as vécu la période de confinement, toi? Euh, Probablement comme tout le monde. Premièrement, merci pour cette belle présentation-là, Normand. Puis je souhaite la bienvenue à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Probablement comme tout le monde, le confinement, parfois, je l'ai trouvé de façon perturbant. Des fois, c'était facile. Des fois, c'était anxiogène. Parfois, je m'ennuyais de mon gym. D'autres moments, je me disais, ben non, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Je m'ennuyais de travailler. Tu sais, j'ai vécu mille et une émotions comme probablement tout le monde qui a été confiné. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, tu parlais tantôt de l'entraînement de l'esprit, développement personnel. Tu sais, ça date pas d'hier que j'investis du temps sur moi, sur la méditation, sur le bénévolat. Puis, tu sais, le bénévolat, c'est la meilleure façon de se détourner le nombril, hein, puis de regarder ailleurs. Puis ça, bien souvent, un des grands maîtres bouddhistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui avait dit, c'est pas compliqué, si tu veux être misérable dans la vie, pense juste à toi. Mais si tu veux être heureux, pense un peu plus aux autres. Puis le confinement m'a ramené à vouloir penser un peu plus aux autres, puis à m'investir aussi auprès des gens, tu sais. Je pense que le confinement à ce moment-là, le fait qu'il arrive au mois de février, c'était beaucoup plus facile au mois de mars que si ça arrive en plein milieu de l'été, alors que je suis un grand sportif d'été. Donc, moi, l'hiver, pour un amoureux de ski qui a pu peut-être faire du ski de fond, se promener, il y avait de quoi s'amuser. Moi, j'aurais pu m'ennuyer, mais honnêtement, aussitôt que le mois d'avril est arrivé, j'ai pu sortir mon kayak et aller ramer dehors. Donc, à un moment donné, tu te dis, le Dalai Lama, il a dit, c'est pas compliqué. Dans la vie, si tu fais face à un problème, puis il y a une solution, ça sert à rien de t'en faire. Il y a une solution. Applique la solution, puis tu vas être correct. Par contre, si tu fais face à un problème, puis il n'y a pas de solution, ben, ça sert à rien de t'en faire. Il n'y a pas de solution. Donc, à un moment donné, quand on nous dit confinez-vous, vous n'avez pas le choix, confinez. Moi, je n'irai pas me battre contre le gars, puis Arruda, puis la police. Je n'irai pas me battre. Même si j'ai un petit côté délinquant, puis où est-ce que je peux me faufiler dans les cracks du système. Mais en même temps, je me dis, ben regarde, c'est ça qu'on doit faire. Mais pourquoi on le fait? Pas pour me punir, pour sauver des vies. Donc, j'essayais de me ramener à chaque fois, ben, c'est dans la possibilité de sauver des vies. Puis des gens autour de moi qui sont vulnérables, tu as parlé de mon père, ben, il s'en est un vulnérable. J'en ai plein de gens vulnérables. Donc, par amour pour ces gens-là, donc, je disais tantôt, si je veux être misérable, j'ai juste à penser à moi, puis à faire la liste de toutes les choses que je ne peux pas faire, alors qu'il y a tout le temps des choses que je peux faire pour me faire du bien puis contribuer au bonheur des autres. Puis, je terminerai ma réponse en te disant que ça fait 2 ans que je pratique une petite pratique spirituelle qui est niaiseuse comme le monde, c'est la gratitude. Tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est de dire merci. Moi, ce que je fais, j'ai même une alarme sur mon téléphone qui sonne à tous les soirs à 10 heures quand je me couche, puis ça dit pratique gratitude. Ça veut dire que là, je dois dire merci à au moins 3 ou 5, 4, peu importe, mais un minimum de 3 choses auxquelles je dois dire merci pour la journée que j'ai eue, peu importe que c'était. Et souvent, c'est des affaires bien niaiseuses comme merci d'avoir été capable de me lever tout seul à matin. Je n'étais pas confiné dans un lit avec des tubes dans le nez,
en train d'attendre le préposé. Je suis chanceux, j'ai une grande liberté. Donc, juste de pratiquer cette gratitude-là, ça te fait voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Oui, puis d'ailleurs, tu sais, on dit souvent à travers chaque expérience, puis souvent, des fois, des expériences plus difficiles, comme on a eu dans le confinement, c'est de voir les opportunités, voir autre chose que de voir son nombril, ses propres problèmes. Et tu parlais de résilience. Cette fameuse résilience-là à des situations qu'on ne contrôle pas. Comment, toi, dans la vie, les situations que tu vis, cette résilience-là, tu la vis? Ben, tu sais, la résilience, ça se pratique depuis des années. Tu sais, on devient résilient à force d'avoir des obstacles puis de l'adversité. Tu sais, t'es pas résilient quand tu gagnes la Coupe Stanley. Tu es résilient quand tu perds. Puis tu te dis, qu'est-ce que je peux faire l'année prochaine pour la gagner, la maudite Coupe Stanley? C'est la même chose. Donc, tu sais, dans les adversités, dans les épreuves, comment rebondir à travers une épreuve? Mais c'est là qu'on est testé. Tu sais, le capitaine de bateau, là, quand il est parqué dans Marina, là, il a beau avoir un beau bateau shiny, on ne peut pas dire, hey, lui, c'est un bon capitaine de bateau. Mais non, mais s'il a traversé l'océan, puis il a traversé des tempêtes, puis il a failli perdre de l'équipage, puis finalement, il arrive à bon port, sain et sauf avec tout son équipage, on peut dire, ben shit, lui, là, thumbs up, c'est un bon capitaine. Mais il a été mesuré par quoi? Par l'adversité, par les vagues, par la tempête, par les vents violents. Donc, tu sais, la vie nous envoie un paquet de vents violents puis un paquet de tempêtes. Et je pense qu'on a tous en nous cette capacité-là de rebondir, mais il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Puis moi, c'est ce que j'ai fait depuis des années, tu sais. Je mettais un genou à terre, puis je demandais à des gens, pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous essayer de m'aider à passer à travers ça? Je ne comprends pas, j'ai aucun Moses de contrôle sur ce qui arrive, puis tu sais, l'anxiété peut embarquer, tout ça, mais parce que j'ai un bon réseau, puis parce que j'ai des gens qui ont pu recevoir mon appel, à qui j'ai pu demander de l'aide, c'est ça qui m'a aidé. Donc, la résilience passe aussi par l'aide, par l'entraide, puis d'être capable de mettre des mots sur des mots. Nommer les choses, mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Puis ça, là, c'est précieux, ça. Ça a l'air comme le B.A.-ba du bonheur, mais je vous le dis, c'est pas tout le monde qui est capable d'exprimer ses émotions et tout d'abord, des vivre. C'est tellement facile de geler nos émotions, de mettre un bouchon sur ce qu'on ressent, que ce soit l'alcool, le sexe, les médicaments, la drogue, le travail, peu importe, les achats compulsifs. La vie est pleine de possibilités de geler nos émotions. Plein. Alors que quand tu apprends à vivre tes émotions puis à mettre des mots sur des mots, ben c'est là que tu te construis une certaine forme de résilience puis tu peux te reconstruire avec l'aide des gens. Puis des fois, c'est de l'aide médicale, des fois, c'est de l'aide thérapeutique, puis des fois, ben, c'est de l'aide avec un animal de compagnie pour faire un lien avec notre sujet du jour. C'est clair que la zoothérapie, puis c'est clair que la présence animale, quand on s'ouvre et quand on accepte d'être touché par un animal, ben, il y a des miracles qui peuvent se produire. Oui. Il s'agit juste de devenir de plus en plus conscient quand on a des expériences comme on vient de vivre à travers du confinement, d'être plus conscient de vivre cette expérience-là, de le ressentir et de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi au travers de ces expériences-là. Comme tu dis, tu as tellement raison, tu sais, même si tu vois le beau bateau puis le capitaine en arrière, c'est bien beau. Mais il faut que tu aies vécu une expérience d'avoir traversé les tempêtes. Tu ne peux pas vivre les expériences juste dans l'eau douce, la facilité, le bonheur, la joie. Non, il faut que tu aies traversé des tempêtes dans la vie. Ou par procuration. C'est sûr que quand tu entends une conférence ou un conférencier te parler d'une expérience qu'il a vécue, ça peut te donner des outils. Tu peux donner peut-être même espoir que si un jour il m'arrive une épreuve, je vais être capable peut-être de passer à travers parce que j'ai pris note de ce que le conférencier ou la conférencière nous a partagé. Mais rien de mieux qu'un examen réel dans ta face pour tester tes connaissances et tester jusqu'où tu es prêt à passer à travers. Tu sais, on parle beaucoup de transformation, puis de croissance personnelle, puis d'éveil actuellement. Il y a un mot qui revient beaucoup. On parle du mieux-être aujourd'hui. OK, on parle beaucoup de ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu entends ça, le mieux-être aujourd'hui? Qu'est-ce que ça résonne pour toi? Spontanément, c'est la citation de Gandhi qui dit « Qu'est-ce que le bonheur? » C'est simple, c'est quand tes pensées, tes paroles puis tes actions sont en harmonie. Une espèce de cohérence entre le toi entier. Autrement dit, dans le mieux-être,
pour moi, je le vis un beau mieux-être dans le sens que mon travail est une expression de mon âme en valeur, en contact avec mes valeurs, puis en cohérence avec mes valeurs. Le mieux-être, c'est de prendre soin de soi, puis de découvrir qui tu es, qui on est, puis qu'est-ce qui nous rend heureux et qu'est-ce qui nous rend malheureux. Mais quand on est capable de différencier les deux, parce que c'est pas toujours clair dans certains cas, par une personne qui souffre d'une addiction, que ce soit la cigarette, l'alcool, le sexe, peu importe, la personne consomme pensant que ça lui apporte du bien-être, puis un plaisir, puis une satisfaction, peut-être de très courte durée, mais la personne qui souffre d'une dépendance dans sa tête, là, c'est pas une courte durée, là, c'est un plaisir, puis elle a tendance souvent à minimiser l'impact négatif de ses comportements. Donc, encore faut-il être conscient de qu'est-ce qui est bon pour moi, puis qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Puis encore là, je réfère aussi aux enseignements de Matthieu Ricard puis de Dalai Lama, parce que c'est des maîtres pour moi, puis pour des millions de personnes sur la Terre. Mais tu sais, le bonheur, c'est aussi être capable d'identifier ce qui me rend heureux. Par exemple, le matin, j'aime ça me lever tôt pour aller méditer, manger santé, aller faire du sport, revenir à la maison, faire de la lecture, travailler. Tu sais, d'avoir une vie qui a du sens, pour moi, c'est ça. Tu sais. Alors, je fais des choses qui me font du bien. Si à travers tout ça, j'ai encore des petits comportements que j'aime moins, des choses dont je ne suis pas vraiment content de moi, je me sens un peu paresseux. Mettons que je ne suis pas un fumeur, mais mettons que je fume encore la cigarette de temps en temps. Mais je sais qu'au fond de moi, il y a comme une dissonance. Je le sais que c'est pas bon pour moi, mais je le fais parce que je suis accro, parce que j'aime la boucane, puis peu importe. Mais d'être capable d'identifier qu'il y a peut-être des inconforts dans ma vie, mais c'est d'éliminer ces inconforts-là, parce que l'énergie que ça nous prend pour combattre un inconfort, une habitude malsaine, c'est de l'énergie qu'on ne met pas ailleurs à construire ou à faire du bien pour soi ou comme pour les autres. Donc, quand on est capable de discerner ce qui est bon et ce qui est moins bon pour nous, bien, ça nous aide à prendre des décisions qui sont basées sur la bienveillance envers soi et envers les autres. Tu sais? Donc, je pense que c'est vraiment une base pour moi, quand on parle de mieux-être, c'est de prendre soin de moi afin aussi d'être capable de mieux prendre soin de l'humanité tout entière. Puis l'humanité, ça commence par ton frère, ta soeur, ton voisin, un ami, un inconnu que tu croises sur la rue, puis tu lui fais un petit clin d'œil, peu importe. C'est ça, prendre soin de l'humanité. Oui. Écoute, tu dis tellement des belles choses, il y aurait tellement de choses à discuter, mais tantôt, quand tu disais, tu as parlé du qui je suis, de revenir à qui je suis, revenir à l'intérieur de soi, je pense que tout émane de là pour être capable de reconnaître ce que tu aimes, c'est quoi le bonheur pour toi, de distinguer les choses dans ta vie. Mais cette reconnexion-là à son je suis qui est fondamentale. Là, il y a le téléphone qui sonne, j'entends pas ce que tu me poses comme question. Je pense que c'est ça. Excusez-moi. On va laisser. Vas-y. Ah. Je parlais. Et Costa fait partie du webinaire. C'est-tu Costa qu'on entend en arrière? Non. Excusez-moi. C'est fini. Je disais, tu m'entends-tu? Oui, très bien. Donc, tu parlais du qui je suis. Je disais simplement que c'est cette reconnexion-là à soi qui est tellement importante pour quand tu es bien groundé à l'intérieur, ben c'est là que tu peux distinguer ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, le bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? Qu'est-ce qui te manque? Mais c'est cette connexion-là au cœur, à toi-même. Puis on dit souvent dans le mieux-être, tu sais, au lieu d'aller tout le temps vers l'extérieur, il faut surtout se retourner vers l'intérieur pour savoir qui je suis. C'est une des grandes questions fondamentales que les humains, depuis le début de l'humanité, s'est posé comme question. Qui je suis fondamentalement? Oui, puis c'est une des grandes évidences qu'on découvre aussi, pas juste en 2020, mais depuis plusieurs années, c'est que le bonheur n'est pas à l'extérieur de soi. Le bonheur est à l'intérieur, puis on aura beau essayer de se dire, bien, c'est sûr que là, je vais changer d'ordinateur, ça va aller mieux, je vais changer mon téléphone, je vais changer de voiture, je vais changer de chum, de blonde, de condo, puis en changeant tout ça, je vais être enfin heureux. Je vais avoir un deuxième enfant, je vais être enfin heureux, je vais me marier, puis je vais aller à Cancun, je vais être enfin heureux. Bien, c'est de penser que toutes ces choses-là à l'extérieur de nous vont nous apporter du bonheur. Il y a une différence, il faut faire la nuance entre qu'est-ce qui est du plaisir et qu'est-ce qui est du bonheur. C'est pas pareil, on est dans deux dimensions complètement différentes. Tu sais, sauf que tu as raison.
Puis c'est une quête, aller à l'intérieur de soi. Puis mille et une façons sont bonnes pour aller à l'intérieur de soi. Il y a le yoga, il y a la méditation, il y a une thérapie, il y a plein de façons. Mais moi, c'est clair qu'on dirait que plus je simplifie ma vie, plus je la rends facile à vivre. Puis, tu sais, mon médecin préféré, Jean-Pierre Chasson, me disait « Il faut vivre sa vie comme si on vivait avec des vêtements amples. Il faut vivre dans le confort, il faut vivre à l'aise, il ne faut pas se sentir à l'étroit, toute espèce de coincé. » Donc, moi, c'est aussi une chose qui a été d'une grande révélation, c'est que le bonheur, il était à l'intérieur. Et en même temps, le bonheur passait aussi par l'autre, par le fait de tendre la main, d'être dans l'action d'altruisme, dans la générosité. Puis c'est des choses qui sont vraiment mesurables. Pour ceux et celles qui ont déjà vu Mathieu Ricard en conférence, il s'amuse à nous faire une période de méditation. Il nous enseigne comment méditer. Puis aussi, il nous montre dans son PowerPoint une espèce de conférence très scientifique d'ailleurs, et il nous montre l'imagerie cérébrale de personnes qui pratiquent la méditation. Et on voit en très peu de temps, en quelques semaines, que les ondes du cerveau associées au bonheur, au bien-être, sont agrandies, prennent de l'expansion dans le cerveau à force de mesurer, de méditer sur l'altruisme. Alors, on a des preuves scientifiques concrètes. On sait que c'est bon la méditation depuis 2000 ans et plus, mais là, on a des preuves mesurables. Et c'est très difficile d'aller à l'encontre d'une preuve scientifique qui est mesurable. Alors, on voit que de méditer sur l'altruisme, sur la bonté, sur la compassion, augmente le bonheur chez l'individu. Donc, on n'est pas en train de dire quand est-ce que je m'achète une Ferrari ou que je change de condo, là. On est vraiment dans une quête d'intériorité, comme tu dis, mais qui passe aussi par la pensée vers les autres. Oui. Et à ça, je lisais quelque chose que tu as fait mention à l'automne dernier, qui était une de tes grandes passions actuellement. Oui, il y a cette reconnexion-là à toi que tu mets sérieusement en place, mais tu as parlé dans cette passion-là, d'éveiller la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand éveiller la conscience? Bien, je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit ça. Il ne faut pas toujours croire ce que je dis dans les journaux, mais en même temps, tu me donnes la chance de le préciser. Je pense que ce que je veux dire par éveiller les consciences, c'est quand nous avons un micro, une caméra, qu'on soit suivi par quelques personnes ou quelques millions de personnes, nous avons un immense privilège d'atteindre l'autre. Et je pense que, comme John F. Kennedy a déjà dit, la seule raison d'être de faire un discours, c'est de changer l'humanité. Alors, j'espère que lorsqu'on me donne une caméra, un micro ou une plateforme, j'espère pouvoir en faire quelque chose de bien, que ce soit au quotidien avec des citations que je publie sur les réseaux sociaux ou avec un projet comme Fin de mois ou Face à la rue pour nous permettre de voir l'itinérance avec des yeux peut-être plus bienveillants, moins jugeants, nous faire voir des gens en situation de pauvreté et au lieu de les traiter de Moses de BS, de se dire « OK, cette personne-là souffre présentement, elle travaille fort pour essayer de se sortir de cette situation-là qui est vraiment pas cool, puis que la pauvreté puis l'itinérance, souvent, on est à quelques bad luck nous-mêmes d'y être exposés. » Alors, je pense que quand tu as l'occasion de faire des projets de séries documentaires comme ça ou des conférences qui peuvent justement éveiller les consciences ou sensibiliser les gens à la différence, ben moi, je trouve que c'est important de remplir ce rôle-là avec conviction puis humilité. Humilité. Pourquoi? Parce que c'est très facile quand tu te fais suivre par 10 000, 20 000, 100 000, 3 millions de personnes de penser que, hey, je pense que je suis pas pire. Et là, ben, quand tu te rends compte à te dire, oh, je suis pas pire, ben, des fois, tu peux te gonfler un peu l'ego. Et quand tu disais tantôt en début de présentation que je pense qu'il n'est pas conscient de l'impact qu'il y a, ben, tant mieux, je ne veux pas l'être conscient. Parce que si je me mets à me conscientiser par recevoir des médailles puis des trophées, ben ça se peut que je pense que je me trouve hot. Puis il faut faire attention à ce piège-là. Donc, c'est important de garder le pied dans le bénévolat, de garder le pied avec des amis qui t'aiment pour qui tu es et non pas l'argent que tu fais ou la gloire qui vient avec ton nom ou ton prénom. Je pense que c'est important de se rester groundé puis de se faire de temps en temps ramener. Quand l'ego commence à gonfler, là, ben, ton chum, ta blonde peut te dire « Hey, le grand, calme-toi, là. Calme-toi. Reste avec nous. » Oui. Tu as tellement raison. Puis, tu sais, on parle souvent, c'est quoi le succès?
sais, qu'est-ce qui fait que ta vie, tu dis, tu es heureux, tu t'épanouis? C'est quoi la différence entre le succès, bon, succès en affaires, on fait de l'argent, etc. Mais aujourd'hui, dans la vie de Jean-Marie, comment on pourrait dire que le succès, comment tu définirais le succès pour toi aujourd'hui, après avoir connu tout ce que tu as connu? Oh, c'est une grosse question. Le succès, ben on le mesure comment? Moi, je pense que, tu sais, le Bhoutan a été probablement le premier pays au monde à déclarer une unité de mesure qui s'appelle le bonheur national brut. Oui. On a le produit national brut, mais au Bhoutan, on a le bonheur national brut, puis ça a été nommé comme les pays où il y avait le plus de gens heureux sur toute la planète. Puis on s'entend que le Bhoutan, là, c'est gros comme le fond de ma poche, niché quelque part perdu, pas loin du Tibet puis du Népal. Donc, Ouais. c'est un petit pays qui, pour beaucoup de gens, est complètement inconnu. J'ai eu l'occasion d'accompagner Mathieu Ricard au Bhoutan. Écoute, je t'en parle avec émotion. J'ai pleuré à l'aéroport. Ouais. Je ne voulais plus partir. Mm-hmm. J'ai serré dans mes bras mon guide. J'ai serré dans mes bras la personne qui servait de notre chauffeur et je ne voulais plus partir. Alors, qu'est-ce que ces gens-là avaient dans leur cœur et non dans leur fond de poche et de portefeuille que moi, je n'avais pas ou que j'avais en moins? Bien, c'est difficile à nommer, mais je peux te dire qu'ils avaient la bonté et le bonheur dans les yeux et aussi dans l'action, dans leur cœur, dans leur concret. Ils vivaient 15 sous la même hutte. J'ai même vécu un moment d'une grande connexion avec une petite sourde et muette du Bhoutan qui, évidemment, en plus de parler juste en signe, elle ne dit pas un Christine mot de français ni anglais. Alors moi, j'étais au Moyen-Âge, je vivais, il n'y avait rien d'électronique là-dedans, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone, mais parce que je suis impliqué aux défis sportifs pour les personnes qui ont des handicaps, j'ai appris la langue des signes. Bien, figure-toi que j'ai jasé plus avec elle que tout le long de mon séjour au Bhoutan, juste en signes. Et là, la famille capotait parce que même si ce n'est pas la même langue que tu parles au Népal, au Bhoutan, aux États-Unis, au Canada, il y a une base qui est très similaire. Alors moi, j'avais du fun. Alors ça, si ce n'est pas du bonheur, c'est quoi? On n'est pas dans le matériel. Non. Donc, je pense que le succès ou la réussite, comment le définir? Ben, je pense que je reviens encore avec Gandhi. C'est cette espèce d'état d'esprit qui fait que tes pensées, tes paroles puis tes actions sont en complète harmonie. Et avec ça, tu te sens libre. Tu te sens libre de qui tu es, de ce que tu fais, peu importe les applaudissements ou les critiques. Donc, il y a une espèce de détachement du résultat. Pourquoi? Parce que ce que tu fais te procure du bonheur et tu y crois. Donc, c'est ça une vie qui a du sens, c'est que ça résonne en toi. Puis généralement, c'est un petit peu comme, j'avais entendu une de mes chums, Isabelle, qui fait de la conférence, elle me dit, tu veux savoir, là, c'est quoi le bonheur? Puis si tu fais quelque chose qui te rend heureux, mais c'est un petit peu comme quand tu joues à cache-cache, là, puis tu dis à quelqu'un, ah, tu brûles, ah, tu te refroidis, tu te rapproches. Bien, plus tu te rapproches du bonheur, plus tu te rapproches de quelque chose qui fait du sens, tu vas sentir une solide chaleur dans ton cœur et qui va te dire, I'm on the right track, man. Mm-hmm. Bien, c'est tellement vrai ce que tu dis. Tu sais, quand je te regarde, OK, puis avec la carrière, puis dans le milieu artistique que tu as évolué pendant des années et des années, aujourd'hui, le succès, quand je te regarde, c'est que tu inspires tellement de gens à être reconnectés à soi, à être dans le cœur. C'est ça pour moi le succès. Il est aussi simple que ça. Puis quand je t'entends, je te vois, tu es une source d'inspiration. Bien, good. Merci. Alors, c'est là. Avant de passer à l'autre volet, qu'on va parler plus précisément de l'animal de compagnie, je te poserai juste une dernière question dans ce côté-là. Quel cadeau la vie t'a fait de toute la transformation? Tu sais, tu as eu beaucoup de souffrances, tu as vécu toutes sortes de choses, mais quand tu regardes tout ça, quel cadeau la vie t'a fait en bout de ligne de tout ça? Ben, j'en ai plein de cadeaux. Déjà, d'être né dans une société permissive, nous permettant d'être qui on est, de ne pas être ostracisé. Tu
sais, on entend beaucoup de choses qui se passent présentement sur la planète, des gens qui souffrent, qui sont ostracisés à cause de leur couleur de la peau, à cause de leur culture, à cause de leur langue. Tu sais, je peux dire que je fais partie des privilégiés sur la planète. Je me sens libre. Donc, cette liberté-là, c'est un cadeau immense. Mais d'un point de vue, j'allais dire, spirituel ou un petit peu plus au niveau profondeur de l'âme, c'est que j'ai eu des épreuves, on en a tous eu et on va en avoir encore et j'en aurai encore. Mais c'est d'avoir eu la chance de peut-être d'être capable de rebondir à travers ces épreuves-là et d'avoir su trouver l'espoir dans la noirceur et d'être capable de me le dire que ce que je vis là, présentement, qui est difficile, dans lequel je ne vois aucune issue, mais de m'accrocher à la possibilité qu'un jour, non seulement je vais m'en sortir, mais que je vais en faire bénéficier d'autres qui vivent dans la noirceur. Parce que ça, c'est un super beau cadeau, là. Moi, je souffre, je m'en suis sorti, puis là, je reconnais cette souffrance-là chez quelqu'un d'autre, mais je peux lui partager mon vécu, mon non-jugement, ma bienveillance, ma patience, en lui disant « Simène, je te comprends. On en parle dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider aujourd'hui? Est-ce que je peux te faire bénéficier de quelque chose? » Et c'est ça le pouvoir de la compassion puis de la bienveillance, c'est de se servir de ce qui on est, de ce qui nous habite pour le mettre au service des autres. Alors, je pense que la vie m'a fait ce cadeau-là d'être capable de rebondir et d'avoir su m'envoyer des anges au bon moment puis d'être entouré des bonnes personnes qui m'ont accompagné dans la noirceur, alors que des fois, j'avais un manque d'espoir, peut-être, tu sais. Donc, je pense que c'est ça, tu sais, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette espèce de résilience-là que j'ai en moi qui me donne confiance aujourd'hui et qui me dit, ben shit, à cette heure que tu vas bien, partage-le. Parce que la richesse, c'est ça. Si tu es riche et tu es multimillionnaire, ben vas-y, partage ton argent. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as du temps, partage ton temps. Mais si tu as un peu d'expérience, d'expertise, un peu de sagesse, ça vaut de l'or. Partage-le aussi. Oui. Puis, comme tu dis, puis tu le fais très bien, c'est le don de soi. Je pense qu'il y a un des belles accomplissements personnels qu'on peut faire dans la vie, se donner aux autres. Et se dépasser. Puis j'ai besoin, moi je suis une bébite qui a besoin de se dépasser. J'ai besoin de défis, j'ai besoin de challenges, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ma carrière. Ça me donne une sensation d'être vivant et cette espèce de satisfaction-là, de me dire que j'ai été capable de le faire, ben pour moi, ça vaut de l'or aussi, de se donner ces challenges-là, de se donner des défis, puis de grandir et aussi de le partager. On parle de défis, grandir. On va toucher le deuxième volet, là, celui de l'animal, l'impact. Et je voudrais savoir, parce que ce qui a été le point tournant dans ta vie, dans ta carrière, dans toi personnellement, a été la fameuse émission Face à la rue. OK? Comment tu as vécu, comment tu peux te résumer, comment tu as vécu toute cette expérience-là pour avoir touché de près à la souffrance, d'avoir été en contact direct avec ces gens-là? Comment tu résumes cette expérience-là de vie? C'est très difficile de résumer 2 saisons et demie d'une émission de télé qui a profondément marqué ma carrière professionnelle du point de vue très humain et aussi du point de vue professionnel parce qu'on a vu un Jean-Marie dans un autre élément ou un autre environnement qu'on connaissait moins de lui, alors que ça fait 20-25 ans que je marine dans l'univers du bénévolat et tout ça a préparé le terrain pour que je sois peut-être capable de travailler avec le cœur, avec ma vulnérabilité, avec mes émotions, pour le mettre au service des personnes que j'ai rencontrées dans la rue et que ce projet-là soit d'un projet cohérent. C'est-à-dire que autant la réalisatrice Maude, la productrice Lynn, la boîte de production Trinon, autant toute mon équipe et moi, nous étions habités par la même intention de changer le regard que nous portons face aux personnes en situation d'itinérance, puis qu'on arrête collectivement de les regarder comme des sous-humains, puis qu'on les traite comme des humains à part entière. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, c'est un peu comme si tu me posais la question à quelle température l'eau commence à bouillir? Là, spontanément, on pense à bout à 100 degrés. OK, oui, à bout à 100 degrés, mais elle commence à quelle température à bouillir? Bien,
Aussitôt que tu pognes une casserole, tu mets de l'eau dedans, puis tu la mets sur le rond, puis tu mets ça à broyer, elle commence à bouillir, même si l'eau est encore à 5 degrés. Donc, moi, mon enfance, là, c'est tout ça qui a commencé à bouillir, d'avoir eu des parents qui ont souffert d'alcoolisme, d'avoir eu des épreuves, d'avoir vécu plein d'épreuves dans ma vie. Tout ça a permis à ce que lorsque j'arrive face à une personne en situation d'itinérance, puis qu'on fasse une émission de télé ou pas, bien que je sois peut-être un petit peu plus capable de me laisser toucher par sa souffrance, d'accepter mon impuissance dans bien des cas face à elle, mais on n'est jamais totalement impuissant. Il nous reste toujours au moins quelque chose, c'est le pouvoir de la compassion puis de la bienveillance. Ouais. Même si je ne peux rien faire en apparence, je peux au moins l'aimer, ce bonhomme-là, et moins le juger. Tu sais, Mère Teresa le dit, quand tu es trop occupé à juger une personne, tu ne peux pas l'aimer. C'est un ou l'autre. Mathieu Ricard, il dit la même affaire. Dans d'autres mots, il dit, tu ne peux pas du même geste tendre la main puis donner un coup de poing. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, si tu es trop occupé à juger une personne, tu ne peux pas être habité par l'amour dans ton cœur en même temps. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre qui a fait que, oui, Face à la rue, ça a marqué ma carrière. Puis, financièrement, c'est peut-être le dernier des contrats qui me restait à avoir pour pouvoir m'en sortir parce que financièrement, je m'arrachais. C'était la faillite qui s'en venait pour moi. Donc, c'est bizarre, c'est presque ironique même de penser qu'un show sur l'itinérance et la pauvreté m'ont peut-être empêché d'y aller. C'est fou raide quand tu y penses. Oui. Écoute, je pense que je vais résumer quelque chose dans tout ce que tu viens de dire. OK? L'impact que tu as eu pendant les 2 saisons, moi, je l'ai vécu tout proche de moi. Elena, ma conjointe, avoir ton émission régulièrement qui passait, elle est devenue totalement différente face aux itinérants. Aujourd'hui, elle dit « Ah, non, mais aujourd'hui, j'ai vu un itinérant, je l'ai serré, je lui ai donné un peu d'argent ou je lui ai apporté à nourrir. » Et je pense que le sens de tout ce que tu as fait, l'impact que tu as eu, ben moi, quand je regarde Elena qui me dit ça aujourd'hui, c'est l'impact que tu as eu sur des milliers de gens qui aujourd'hui vont passer à côté d'un itinérant et qui n'auront plus du tout la même réaction, le même regard. Et il y a un amour qui ressort de ça. Donc, c'est ce que tu as fait au travers de toute cette série d'émissions-là et que tu continues à faire, c'est de toucher les gens. Bien, merci, Normand. Mais tu sais, merci à Elena, puis merci aux nombreuses personnes qui se sont laissées toucher par l'itinérance, puis qui ont voulu changer quelque chose. Parce que tu peux regarder une émission de télé ou regarder un film, puis tu es touché, puis en même temps, il n'y a rien qui change encore. Alors, le changement se passe par l'action. C'est beau être touché, mais il faut vraiment avoir une action, poser une action concrète pour mesurer justement ce changement-là en nous. Mais tant mieux. Mais là, maintenant, parce que là, malheureusement, la série est terminée. Je sais qu'elle joue en rediffusion, mais mon souhait, c'est que ça perdure dans l'espace-temps, cette espèce de prise de conscience-là qui est jumelée aussi avec une action concrète pour nos plus démunis. Pendant la période du confinement, comment c'est que les itinérants ont vécu ceux qu'on en voyait qui étaient avec leur animal? OK? Ouais. C'est quoi cette relation-là? On sait que l'itinérant, ben, il est dans l'abandon, il est dans la solitude, il est dans la souffrance. On en voit, moi j'en vois beaucoup autour de chez nous avec leurs chiens. Je trouve ça tellement beau. Comment c'est que tu as eu la chance, que tu as eu rencontré des gens, des itinérants qui vivaient avec leurs chiens? D'ailleurs, il y en avait un, je pense, son chien s'appelait Rossi, il vivait dans une roulade, son chien était mort. On voyait toute la peine que cette personne-là avait. Quelle est cette relation-là que l'itinérant vit avec un animal, avec son animal? C'est probablement la seule et unique relation profonde et authentique que beaucoup de gars et filles dans la rue ont avec un être vivant, et c'est leur animal de compagnie, quel qu'il soit, que ce soit un furet, un chat, un chien, peu importe l'animal. On a été bouleversés de voir que pour cet animal-là, le jeune allait quêter pour pouvoir le nourrir avant qu'il se nourrisse lui-même. L'animal passait avant lui. Tu sais, le chien t'aime de façon inconditionnelle. Tu le sais, tu en as un, j'en ai eu, beaucoup de gens en ont qui nous regardent et qui nous écoutent. Le chien nous aime de façon inconditionnelle, qu'on ait mauvaise haleine, qu'on soit tout croche, qu'on soit en état d'ébriété, que peu importe l'état dans lequel on est aimé de façon inconditionnelle par notre chien. Et il y a personne d'autre qui les aime de façon inconditionnelle dans la rue. Même dans notre vie à nous, personnellement,
Les gens qui nous aiment de façon inconditionnelle, on peut les compter sur les doigts d'une main. On n'est pas des tonnes comme ça. Alors, moi, c'est là que j'ai réalisé que pour eux autres, c'était leur raison de vivre. Dans bien des cas, pour un gars dans la rue, avoir un chien, c'est une de ses seules raisons de vivre, d'être responsable, d'avoir la responsabilité d'un être vivant sous sa gouverne. C'était souvent ça. Et c'est souvent aussi une façon très habile, que ça soit conscient ou pas conscient, mais le gars qui a un chien dans la rue, il se fait beaucoup plus regarder avec des yeux de bienveillance qu'un gars qui est tout seul dans la rue à quêter. Pourquoi? Ben, parce qu'on est attiré vers l'animal. On va lui demander c'est quoi son nom, on va le flatter, on va lui donner de l'eau, on va déjà être suscité, on va avoir suscité la compassion chez le passant parce que le gars, il a un chien ou il a un animal de compagnie. Donc, souvent, le propriétaire du chien reçoit un peu d'amour et un peu d'affection indirectement grâce à son animal. Donc, l'animal, il est sauvé. Là. Je veux dire, l'animal est sauvé par son maître, mais le maître aussi est sauvé par son animal dans ce cas-là. Donc, on a été bouleversés par les histoires d'amour de ces êtres-là et on en a fait des émissions d'ailleurs. Tu sais. Alors, justement, quand tu parles de Daniel qui perd son chien qui s'appelle Rosie, ben, tu sens qu'il y a une peine d'amour tellement qu'il dort avec les cendres de son chien dans sa vanne. Il n'est pas capable de se séparer de son chien. Ça a été toute sa vie. Alors, tu vois le manque, tu vois le trou noir de peine qu'il y a dans son cœur parce qu'il a perdu son chien. Donc, ça donne une idée à quel point le lien affectif entre l'homme, dans le sens l'humanité et son animal, est très, très, très puissant et très émouvant. Puis pour moi-même, avoir eu un chien, je veux dire, moi, j'ai eu un chien à un moment donné, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais je me souviens d'un chien que moi j'ai eu, puis j'étais dans une période très, très, très noire, très dépressive de ma vie, dans ma jeune vingtaine. Puis probablement que si je n'avais pas eu mon chien, je me serais tiré une balle dans la tête. Tu sais. J'avais de la misère à imaginer que mon chien descende dans le sous-sol, mon sous-sol demi-fini, puis que mon chien vienne renifler mon corps inerte dans une mare de sang. Moi, cette image-là, ça m'avait scié les jambes. Là. En plus de penser à mon chien, d'imaginer que justement, il y aurait des proches qui m'auraient retrouvé. Écoute, alors, tu vois, il y avait encore un peu d'amour en moi pour être capable de ressentir la peine que j'aurais infligée à d'autres. Mais le chien était central dans ma vie. J'en l'entendais chigner, je l'entendais pleurer en haut des escaliers alors que j'avais un gun dans la bouche. Tu te rends compte que c'était minuit moins une, là. Donc, tu sais, si le chien a cette capacité-là de nous aimer, il a la capacité de nous sauver aussi. Oui, et si on pouvait savoir le nombre de vies que le chien a pu sauver, qu'on ne sait pas. Il en a sauvé une multitude de vies. J'entends tellement de différentes histoires. Si moi, je n'avais pas eu mon chien, je serais mort. Je ne serais plus là aujourd'hui. Ouais. Pour démontrer comment c'est que l'impact est puissant de l'animal. Et dans cette puissance-là, tu disais, oui, il y a l'amour inconditionnel, puis un élément pour moi qui est prédominant, c'est cette présence-là. Mm-hmm. C'est une présence qui est tellement dans la bienveillance, dans tout ce qu'il y a de plus pur, qu'on ne peut pas faire autrement que comme l'itinérant, il vit un moment incroyable à ce moment-là avec son animal. Il est dans une présence. Pour moi, tout est autour, beaucoup de cette présence. Je vais donner un exemple. François, dans la série Face à la rue, on rencontre François qui, lui, a été 14 ans, 13 ans dans la rue. Et il n'allait jamais dans les refuges, les ressources. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, aucune ressource prenait un homme ou une femme qui avait un animal de compagnie. Alors, il s'est dit, il n'est pas question que je laisse mon chat dehors, son chat Doudoune, pas question que je la laisse dehors, elle dort avec moi. Donc, c'était pas tenter une tente en dessous du pont Jacques-Cartier, mais les fois d'hiver, au mois de février, quand il fait moins 30, il est encore là. Mais à ce moment-là, François consommait de la drogue et on l'a retrouvé à moitié mort, gelé, en dessous du pont Jacques-Cartier, inconscient. Alors, les ambulanciers sont venus le chercher, ils l'ont amené à l'hôpital, mais il a perdu une partie de sa main gauche. Il a perdu 4-5 doigts de sa main. Alors, tu vois, à ce moment-là, il s'est réveillé, puis son chat était là tout le temps avec lui, tu sais. Alors, il n'aurait jamais été capable de se libérer, de se débarrasser de son chat. Il était avec lui. Et même son chat miaulait, et c'est les miaulements du chat qui ont alerté du monde autour de lui. Donc, tu sais, son chat l'a sauvé. Alors, aujourd'hui, il est sorti de la rue, il a son appartement, son chat est encore avec lui, toujours vivant.
Et il retourne dans la rue, mais pas comme une personne en situation d'itinérance, mais il fait des sandwichs, puis il distribue les sandwichs aux gars et aux filles dans la rue. Puis tranquillement, ben, tu vois, jusqu'à maintenant, il a dû sortir une quinzaine de gars de la rue. Ah Tu sais, ouais. juste par ce cheminement. Donc, Mandy, lui, c'est quoi de la résilience? Ben, lui, il en a perdu des doigts. Il en a presque perdu une main, mais il n'a pas perdu le plus beau geste, celui de tendre la main. Il en a une deuxième main. Ben, sa deuxième main, il attend. Ouais. Ça me fait penser, tu parles des refuges, tu parles de cette personne-là, de cet itinérant. Est-ce qu'au Québec, on a des refuges qui accueillent l'itinérant avec son chien? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Justement, le Royal Vic a été converti durant justement le confinement, mais aussi pendant les périodes de grand froid. On a converti le Royal Vic comme une ressource d'urgence et c'est aussi bon pour les personnes qui sont en couple parce qu'il y a des gens dans la rue qui sont en couple. Alors, ils ont un endroit. Parce que normalement, les refuges sont séparés. Hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Oui. Alors, le Royal Vic permet justement les couples d'être ensemble et les propriétaires d'un animal de compagnie également. Il n'y en a pas des tonnes, mais ça existe de plus en plus. Et aussi, je pense que ça existe aussi une ressource pour les jeunes et en région également. Mais je ne connais pas tous les détails, mais je sais que le Royal Vic à Montréal le fait. Tu sais qu'à Toronto, il y en a, mais ici à Montréal, je ne le savais pas, puis c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que on a tellement une attache profonde, puis l'histoire que tu viens de raconter, la personne est pratiquement morgelée, puis est avec son chat. Des histoires comme ça, c'est excessivement touchant. Et j'aimerais voir au Québec des refuges qui accueillent davantage les itinérants avec leur animal, puis qui pourraient aussi les aider à nourrir leur animal. Parce que souvent, la question qu'on se pose, ils ont de la misère à manger, comment ils peuvent nourrir leur animal? Puis, avec leur animal, c'est cette question-là, souvent, je me pose. On dit, l'animal. Pour les gens qui ne le savent pas, mais je sais qu'à Montréal, il y a énormément de ressources pour pouvoir manger. Quelqu'un qui est en situation d'itinérance, il ne mourra pas de faim à Montréal. C'est même les intervenants qui me le disent. Il y a des repas qui sont donnés dans tous les refuges, dans toutes les ressources en itinérance. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui veut aller dans les ressources. Puis il faut respecter ça. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Il y a des gens qui ont fait du temps, qui sont allés en prison. Puis pour eux autres, de faire la file pour aller manger, bien, c'est comme la file qu'ils faisaient à l'époque qui était en prison, puis ils ne veulent rien savoir de ça. Donc, il faut respecter la personne, homme ou femme, transgenre, peu importe. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les refuges et les ressources pour les personnes de la rue. Et c'est pour ça qu'on a des intervenants de proximité qui se promènent et qui savent où fouiner en ville pour distribuer de l'eau et de la bouffe, puis des besoins aussi de première nécessité. Ouais. Mais c'est ce que je voulais te dire, c'est qu'à Montréal, on est très chanceux dans une métropole comme on a à Montréal d'avoir autant de ressources et de refuges. Est-ce qu'on a assez d'argent pour faire fonctionner tout ça? Ben non. C'est clair que c'est toujours faire plus avec moins. Tout le temps, tout le temps. Oui. Et c'est pour ça que souvent, je disais tantôt cette question-là, j'ai l'impression que souvent, il y a des itinérants qui vont même pratiquement se priver de manger pour nourrir leurs animaux tellement ils affectionnent leur animal. Tu n'avais pas pensé à une période de questions, toi? On commence à être... il est tard et quart, là. On va pour la période de questions. Il nous reste quelques minutes. Qui a des questions? Moi j'en avais une, Normand. Ben oui, Jean-Marie, j'aurais pu t'écouter pendant 2 heures de temps. C'est bien fin. La question que j'ai, Jean-Marie, c'est que tantôt tu parlais de qui je suis, qui suis-je? Maintenant, moi, je me suis posé la question quand j'avais 50 ans, je me suis posé la question quand j'avais 60 ans, je me suis posé la question quand j'ai pris ma retraite. À chaque fois, ma réponse change. C'est-tu normal, ça? J'allais dire, demande à un plus vieux que moi puis un plus vieux que toi. Mais c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui suis-je à 20 ans puis j'ai 55, je ne suis pas le même bonhomme. C'est certain. Donc. Puis pourquoi on veut toujours s'ajuster? Pardon? On veut toujours s'ajuster pour être plus aimé, mieux aimé, tout ça, mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de le faire. Je pense que si on avait à choisir dans une de tes questions, c'est comment aimer encore plus et encore mieux. J'aime ça. OK, j'aime ça. Je vais y penser. Merci. Good. Merci, Serge. Très bonne question sur le qui je suis. Et souvent dans la vie est un processus. On apprend à tous les niveaux d'âge et c'est un processus de vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Que ce soit sur l'animal, que ce soit sur le mieux-être, la bébite. La bébite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si pas d'autres. Moi, j'ai un complément de réponse pour M. Tremblay. En fait, j'ai entendu une métaphore extraordinaire qui peut nous amener à réfléchir sur qui je suis. On connaît tous le grand artiste Michel-Ange. Alors, il en a fait des œuvres d'art extraordinaires, des grands classiques, entre autres son fameux David. Et le David de Michel-Ange, même à l'époque, encore aujourd'hui, c'est considéré comme une œuvre classique, quasiment d'une perfection inouïe. Et les épreuves, pas les épreuves, mais les étudiants à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui des masterclass, des classes de maître, bien, il y en avait à l'époque. Et les étudiants côtoyaient Michel-Ange ainsi que ses contemporains, puis on lui posait des questions sur sa façon de travailler. Puis à un moment donné, il y a un élève qui lui a demandé Maître, comment vous avez réussi à faire le David, qui est une œuvre parfaite à mes yeux, comment vous avez réussi à faire cette pièce-là? Elle dit, puis c'est ça la métaphore. Elle dit, écoutez, ben c'est pas compliqué, j'ai pris mon bloc de marbre, j'ai pris mes outils, j'ai commencé à travailler le marbre et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. Et ça m'a rentré dedans. Je me suis dit, wow, quelle métaphore! Tout ce qui n'est pas Normand, tout ce qui n'est pas Jean-Marie, tout ce qui n'est pas vous-même, si on enlève tout ce qui n'est pas nous autres, tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous est pas utile, tout ce qui est toxique, hey, ce qui reste de ça, là, c'est bol. Pas pire, hein? Oui. Ce qui reste de tout ça, c'est toute la notion du cœur. Ben, je pense que oui, c'est une espèce de dépouillement. Puis généralement, quand on est complètement dans le dépouillement, il y a de l'amour qui se manifeste, puis il y a encore plus de compassion, puis il y a encore plus de patience, puis d'acceptation. Oui. Tu sais, tu parlais d'études scientifiques tantôt, puis tu sais qu'au niveau du cœur, ben, on en parle de plus en plus. Comment c'est que le cœur, maintenant, a ses propres cellules, c'est 50 000, 40 000 cellules trénites qu'ils appellent, je pense, et qui est excessivement plus puissant que le cerveau. Puis que le premier organe, quand tu viens au monde, dans le ventre de ta mère, c'est le cœur. Et tout part du cœur. Donc, on parle souvent du passage de la tête au cœur, mais tout part du cœur. Le cœur a donné vie et ton cerveau est arrivé après. La présence de la tête est apparue après. Mais au point de départ, le cœur, c'est pour ça quand on parle de l'intuition, d'être habité par ton qui je suis, c'est ta vraie nature, en fin de compte. Ouais. Et je pense que tout part de là. Puis, tu sais, l'autre étude scientifique qui ont dénoté dernièrement chez l'animal, c'est quoi? C'est qu'ils ont découvert scientifiquement que l'animal avait une conscience d'un enfant de 18 mois. Et là, c'est moi qui continue le diagnostic de cette étude scientifique-là. Puis je me disais, imagine-toi, le chien, lui, il demeure dans cette nature-là du bébé, de l'enfant. Il n'est jamais par après programmé ou quoi que ce soit. Fait qu'à chaque fois que tu es en contact avec l'être, avec le chien, tu es en contact avec cette vraie nature-là qui n'a pas été programmée ou déformée. Alors, je faisais le lien et je disais, hey, c'est extraordinaire. Donc, à chaque fois que tu es avec ton animal, tu es avec cette présence-là du cœur, de cette pureté-là. Qui est dans l'instant présent, tout le temps. Oui. Oui, c'est ça qu'on aime les enfants. Puis c'est pour ça que j'ai eu une découverte majeure en faisant du bénévolat avec les personnes qui ont des limitations fonctionnelles ou défis sportifs. Je suis un des porte-parole, puis j'ai eu un coup de cœur avec les gens qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont une trisomie 21, parce que c'est des gens qui sont totalement et tout le temps dans le moment présent. Ils te ramènent dans le moment présent. Moi, pour être dans le moment présent, il faut que j'en prenne des pilules, il faut que j'en fasse de la méditation, il faut que j'en fasse de la thérapie, il faut que je lise des livres, il faut que j'en fasse des simagrées pour être dans le moment présent. Mais eux autres, ils n'ont rien à faire. Ils ont juste à être. Alors, c'est vrai que quand tu te tiens avec des gens qui sont des maîtres du moment présent, ben ça, un petit peu, ça te contamine, puis ça fait en sorte que des fois, ben tu n'as comme pas de filtre. Ouais. Puis tu dis tout haut ce qu'il ne faut pas tout le temps que tu dises, mais en même temps, je me dis, ben j'aime mieux pas avoir de masque, pas avoir de filtre, puis de temps en temps, me faire taper ses doigts que d'être sur les gardes et être méfiant.
Oui. Ben, c'est pour ça, toute le Costa, Impact Animal, c'est pour rester connecté à sa vraie nature, rester dans le moment présent, parler de la bienveillance, c'est ce qu'on vit avec l'animal. C'est tous ces éléments-là de façon naturelle. On n'a pas besoin de forcer. Et c'est là que tout apparaît, que c'est quand tu ne forces pas. Écoute, il est présentement midi. Je veux remercier les gens qui étaient avec nous autres. Et Jean-Marie, un gros merci de ta présence. Merci de ton partage. Et surtout, merci d'être la personne inspirante que tu es et continue de l'être. Je pense que dans le contexte de la société qu'on vit, puisqu'on vient de traverser, on a bien besoin de ta présence, on a bien besoin de ton message, de cette communication-là du cœur que tu fais d'une façon extraordinaire. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des choses, de faire d'autres éléments ensemble. Je pense que la vie nous donne plein d'idées et de projets. Alors, la table va être mise pour de futurs projets et je te souhaite une belle saison au printemps puis tous ces bons enregistrements-là. Et merci. Merci, Normand. Puis merci. Tu sais, moi, je vois tous les visages qui ont été présents tout au long de notre rencontre. Puis, vous n'avez pas parlé, vous avez été présent. Bien, merci. C'est le fun de participer pendant 1 heure. Puis là, tu me donnes la parole. J'avais un rôle actif. Mais pour ceux qui avaient un rôle en apparence un petit peu plus passif, bien, merci de votre présence. Puis merci des fois, je voyais que vous opiniez du bonnet de même. Bien, moi, ça me fait me sentir, ah, ben finalement, je ne suis peut-être pas si niaiseux. Ça peut-être avoir peut-être ce que j'ai dit, là, finalement. Donc, merci à tous et on se revoit certainement bientôt. Et, bon. Et ne vous gênez pas pour partager sur les réseaux sociaux Costa, Impact Animal et cette entrevue. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.